Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on vous présente le guide des alliés LGBT+. Comment les non-LGBT peuvent justement soutenir, aider leurs collègues LGBT+. Et on accueille Denis Trier, président de l'autre cercle. Il va tout nous raconter. Les entreprises s'engagent, on parle de mentorat. Alors on en parle beaucoup sur ce plateau, notamment avec Thibaut Guilhuy, mais c'est le mentorat des lycéens. Et on en parlera avec Jean-Marc Drévé, Naval Group Nantes. Il est le responsable de l'attractivité et des relations écoles. Et puis dans le cercle RH, à quelques jours du traditionnel salon de l'agriculture, qui a ouvert ses portes d'ailleurs, eh bien nous accueillerons des invités pour nous parler de cette nouvelle agriculture portée par des femmes et des hommes qui pratiquent l'agroécologie et qui s'engagent et qui veulent aussi maintenir les territoires. On fera le point avec eux à l'occasion de ce salon. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment se porte le marché de l'événementiel? On avait reçu cet invité il y a presque un an pendant la crise Covid, c'était très compliqué. Eh bien le secteur repart, on en parlera avec Muriel Blaillac, elle est fondatrice de Lever de Rideau et vice-présidente de l'événement qui regroupe toutes les entreprises de l'événementiel. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'un guide, le guide des alliés. On va en parler avec notre invité. Il est sur le plateau. Bonjour Denis Trier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est vous qui nous avez déposé ce guide, guide des alliés ES LGBT+, et vous êtes le président de l'autre cercle. D'abord un petit mot, parce que l'autre cercle est l'éditeur et édite ce document. Quel est l'esprit de l'autre cercle? Pour le dire simplement à ceux qui nous regardent, les non-LGBT, c'est les accompagner pour qu'ils accompagnent les LGBT+, dans l'entreprise. C'est tout à fait la stratégie, on va dire, de l'autre cercle depuis le début. C'est comment les non-LGBT peuvent soutenir les personnes LGBT. C'est comment la majorité peut soutenir la minorité. Comment les personnes qui sont non racisées peuvent soutenir les personnes racisées. C'est ça le sujet. Le sujet aussi, pour aller dans le fond, et on va bien sûr commenter ce guide, qui est un guide pratique, très bien fait, très bien documenté. C'est la réalité de quelqu'un qui a fait son coming out, qui s'est révélé, et qui va se sentir isolé, regardé. Concrètement, c'est cela? Alors, ce n'est pas le portrait de quelqu'un qui a fait son coming out, mais c'est véritablement comment on va pouvoir créer un environnement bienveillant qui permettra à une personne de pouvoir faire son coming out en toute sécurité. Et pour avoir toute sécurité, bien sûr, il y a un rôle au niveau des dirigeants, des organisations qui s'engagent, notamment auprès de nous avec la signature de la charte de l'engagement LGBT de l'autre cercle. Nous avons en 10 ans plus de 230 grandes marques et grands employeurs qui nous accompagnent. Donc c'est bien d'avoir une politique, de l'annoncer, mais après c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est comment dans la réalité du vécu des collaborateurs, il y a des marqueurs, des éléments concrets qui a une inclusion, une bienveillance pour les personnes LGBT. Donc c'est l'affaire de tous, pas que des dirigeants, mais aussi bien des managers et des collègues. Et c'est le mode d'emploi et à destination des dirigeants, des managers et des collègues. Alain Gavant, faut lui rendre hommage, oui, parce que... Ce guide est le premier opus de la nouvelle collection que nous lançons, qui s'appelle la collection Carrément. Il y a un jeu de mots par rapport à l'autre cercle, bien sûr, puisque nous voulons carrément engager et traiter ces sujets-là. Donc, premier opus, le guide des alliés, qui sera suivi, bien sûr, d'un autre opus, qui est la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes, qui est déjà sorti en 2022. Dans la préface, l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, un sujet encore d'actualité. Je vous pose la question, c'est un sujet encore d'actualité? Oui. D'après les chiffres de notre baromètre fait avec l'IFOP en 2022, 50% des personnes LGBT ne sont toujours pas visibles dans leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'elles se cachent? Elles se cachent. Et la population LGBT en France, active, représente la population de Paris. Donc la moitié de Paris se cache. Donc d'autres éléments aussi, c'est qu'une personne sur 3 LGBT a été victime au moins d'une agression LGBT-phobe dans son organisation. Agression, c'est-à-dire que c'est un mot fort, un colibé, verbal, d'accord. Ça part du colibé jusqu'à l'insulte ou au comportement discriminant. Ça veut dire que votre boulot, votre travail à l'autre cercle, à travers ce guide évidemment, c'est quoi? C'est de créer une charte de bonnes pratiques, de travailler sur la pédagogie, sur l'éducation. Comment on fait concrètement? Concrètement, on a déjà une charte qui s'appelle la charte d'engagement de l'autre cercle, qui est signée par l'organisation. D'accord. Après, on a un écard entre la volonté de la direction générale et puis ce que vivent les collaborateurs. C'est ça. Donc pour
combler le gap, eh bien, c'est donner des outils pragmatiques et concrets, ce qui est l'objet de ce nouvel opus de la collection Carrément, qui est le guide des alliés. La question qui est posée aussi dans la préface évoquée dans ce guide par M. Galvan, c'est l'idée qu'on est encore obligé de se cacher. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la bonne posture? C'est d'assumer ou de doucement préparer son équipe, son bureau? On l'a vu récemment avec un footballeur, un sportif de haut niveau qui a dit voilà, j'en peux plus, je le dis, il l'a dit face caméra. C'est quoi, j'allais dire, la bonne stratégie Alors, travaillant aussi dans l'assurance, je voudrais, c'est une question de gestion des risques. Donc, quel risque vous prenez à vous révéler? Et qu'est-ce que vous y gagnez? Donc, c'est le rapport à établir. Ce qui se passe, c'est que souvent, se révéler, ça se traduit par une crainte de représailles ou d'exclusion ou un ralentissement dans sa carrière. Oui. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, il va falloir sonder, identifier cet environnement. Donc, déjà, il faut qu'à la tête de l'organisation, l'environnement, les règles soient clairement établies, que ce soit un environnement bienveillant. Et puis après, il faut que les collaborateurs s'imprègnent et l'incarnent. Et donc, pour l'incarner, eh bien, au-delà de la charte, il faut un guide. Et donc, d'où l'intérêt de ce guide-là. Et en tant que personne LGBT, eh bien, en fonction des signaux que je vais identifier, eh bien, ça va pouvoir m'inviter à me révéler ou ne pas me révéler. On a vu, on a sorti cette illustration qu'on trouvait très belle, la main dans la main, qui montre ce collaborateur. C'est ces mains qui se lient en forme de soutien. Ça, c'est une image intéressante. Je pense qu'on l'a vu au cours de notre échange. Et puis, je voulais qu'on vous montre, et c'est important, les points clés de l'alliétude. C'est le mot que vous utilisez. Ça, c'est la main qui est très belle. Oui. C'est un crédit de l'autre cercle. Et puis, les points clés, on les découvre. C'est l'alliétude, c'est votre concept, oui, c'est la bienveillance, l'écoute active, le langage inclusif, lutter contre ces préjugés et stéréotypes, je trouve ça très intéressant, et la visibilité. Oui. C'est ce qui structure celui qui n'est pas LGBT+, et c'est l'attitude qu'il doit avoir. C'est exactement l'attitude qu'il doit avoir. Alors il y a l'attitude et le comportement, puisque souvent les gens qui sont soutiens de LGBT sont dans la bien-pensance, et il faut les inviter à aller dans la bienfaisance. Et donc la bienfaisance, c'est d'abord une écoute, c'est d'abord aussi être visible, se rendre visible en tant qu'allié, et puis savoir écouter et comprendre, avoir un rapport à l'altérité spécifique, c'est comprendre l'autre, comprendre la différence, comprendre les problématiques dans lesquelles ils sont, et puis comprendre que nous-mêmes aussi, nous sommes dans des stéréotypes qui peuvent être hétéronormés. Pourquoi aborder quelqu'un en voyant un homme s'il est marié avec une femme? Ben non, il peut être marié avec une personne de son propre sexe. Donc c'est comment être conscient nous-mêmes que nous portons des... Ça, c'est pas considéré comme une agression, vous? Non, on est d'accord. C'est pas du tout une agression. On peut se tromper. On peut totalement se tromper, et ce qui est normal. Mais il faut juste être conscient que 7 à 10% de la population n'est pas dans cette norme-là. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un travail à travers l'autre cercle de demander à ceux qui ont signé la charte. Vous avez commencé notre échange sur ce sujet. Des grandes entreprises, elles sont nombreuses, mais c'est d'aller un peu plus loin. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans la pédagogie, dans des groupes de travail, dans des groupes de réflexion. Est-ce que c'est ça l'étape suivante? Bien, nous sommes déjà à l'étape suivante. C'est que l'intention se traduise par des actions et une acculturation dans l'organisation. Donc, c'est des formations, c'est des guides, c'est des événements. Utiliser le calendrier des événements LGBT pour pouvoir reparler du sujet, faire prendre conscience et éveiller les gens. En fait, on parle de wokisme, mais nous sommes dans une logique d'éveil. Et c'est vrai que l'affaire de l'inclusion des minorités, c'est l'affaire des majorités. Ce que vous souleviez avant de nous quitter, c'est au-delà, c'est ceux qui se cachent et qui sont obligés de faire croire à leur manager qu'ils sont hétérosexuels. Ça, c'est extrêmement violent. Alors, c'est très violent et c'est un piège. C'est un piège puisque quand vous faites ce choix-là, c'est très difficile d'en sortir. Donc, si l'organisation ne donne pas des signaux forts expliquant qu'on peut être soi-même au travail, libéré, eh bien, selon l'estimation du risque, on décide de ne pas être visible, mais c'est encore pire. Parce qu'en sortir, c'est avouer que finalement, on a menti à son entourage, au collectif de travail, et souvent, on n'en sort quasiment pas, à moins de changer d'organisation ou d'employeur. Merci Denis Triet d'être venu nous rendre visite sur le plateau. Je voudrais qu'on revoie le guide des alliés LGBT+. Il est sorti, édition L'autre cercle. Et puis on rend évidemment, avec une collection qui démarre. Elle est pilotée par Alain Gavant. C'est important de le signaler. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Et on tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent, qui est notre rubrique hebdomadaire. Et on va parler du mentorat. Justement, on parle beaucoup du mentorat sur ce plateau. Le mentorat, mais cette fois-ci, le mentorat des lycéens. Et on en parle juste après.
Les entreprises s'engagent comme chaque semaine à la rencontre d'entreprises engagées en direction de l'emploi des jeunes. On parle du mentorat des lycéens. Et on accueille Jean-Marc Drevès. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes à Naval Group Nantes, responsable de l'attractivité et des relations écoles. Parlez-nous de ce partenariat justement entre Naval Group et la Joliverie pour booster la filière technique. C'est ça l'idée, c'est de permettre à ces lycéens d'avoir un mentor, c'est ça l'esprit? Oui, Naval Group est un industriel de défense au service de la marine nationale principalement. Et juste pour resituer le contexte, le site de Nantes, Nantes-Indret, est dédié à la propulsion navale et nucléaire en particulier, au service de la souveraineté de notre marine nationale. Dans ce cadre, pour attirer les meilleurs talents, on a des partenariats, pas seulement comme certaines entreprises avec les plus grandes écoles, des écoles d'ingénieurs. On a également des partenariats dans l'écosystème nantais avec des IUT. Et plus récemment, et en proximité avec un grand lycée professionnel qui s'appelle la Joliverie. C'est ça. Et l'idée, au-delà du partenariat simple de marque employeur, c'est aussi d'avoir un engagement sociétal au service de l'inclusion et de la diversité. Des plus jeunes, des questionnements en tout cas de ces plus jeunes sur le métier industriel. Jean-Marc, on parle beaucoup du mentorat sur ce plateau. Alors très souvent, le mentorat, c'est un salarié adulte mentoré par un chef d'entreprise ou un jeune entrepreneur mentoré par un plus expérimenté. Là, c'est un concept assez intéressant. Ce sont des jeunes lycéens. Qui va les mentorer? Comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas forcément avec les plus expérimentés, mais en tout cas avec les plus motivés et les plus volontaires. Certains des mentors ont été eux-mêmes alternants et quand on a été en position d'être alternant, on doit beaucoup à son tuteur ou son mentor. Donc là, on est vraiment avec des personnes motivées. Ça va du responsable d'équipe à un chef de service ou ingénieur. Donc on a tous les profils. L'idée, c'est d'accompagner à temps fixe, une fois ou deux par mois, le jeune en lui montrant déjà l'entreprise, en lui donnant des conseils, en l'aidant à construire un projet professionnel. Donc on n'est pas sur des stages, on est vraiment sur l'individualisation d'un parcours. Avant de nous quitter, Jean-Marc Drevès, c'est intéressant parce que cet outil de mentorat très fin permet aussi pour vous et pour Naval Group de pouvoir peut-être donner envie à des jeunes qui spontanément ne se seraient pas tournés vers Naval Group. C'est de leur proposer aussi des métiers et peut-être même des possibilités d'accéder à l'emploi. Oui, exactement. Alors, Naval Group, on a un peu la double peine parce qu'au niveau attractivité, on est industriel. Donc c'est pas tout le temps les métiers plus attractifs et de défense. Donc, pour les jeunes, même de la région, ça semble un milieu fermé, difficile d'accès. Donc, ça ouvre, comme vous le dites, les sujets. Et on a besoin, pour les années à venir, pour construire des futurs porte-avions et des futurs sous-marins, d'excellents soudeurs, des mécaniciens, et de l'usinage, tournage, fraisage. Ce sont vraiment les métiers socles et de base pour construire ces projets ambitieux. Oui, c'est intéressant ce que vous nous dites parce que c'est un vrai sujet quand on est à Naval Group, dans un groupe industriel, d'avoir des soudeurs de qualité, d'avoir tous les techniciens. Et c'est ce qui nous manque en ce moment en France. Et c'est pour ça que vous allez chercher ce partenariat de mentorat. C'est quand même ça l'esprit, c'est qu'on puisse avoir des soudeurs à portée de la main et qualifiés. Ouais, c'est l'excellence opérationnelle et qualité de nos soudeurs qui fait aussi notre force. On est sur des systèmes nucléaires, des sous-marins, vous imaginez, qui peuvent être à plusieurs mètres. On n'a pas le droit d'en divulguer la profondeur, mais on appelle ça les problématiques de sécurité plongée. Donc, ces jeunes-là qui s'inscrivent dans la durée. Pour faire un bon soudeur, il faut et autonome, qui revient sur plusieurs cycles du produit à construire, ça peut 5-6 ans de professionnalisation. Donc, c'est des passionnés, des amoureux du métier et fiers de leur travail. Merci Jean-Marc Drevès d'être venu nous éclairer sur cette
très belle entreprise qui travaille évidemment pour la défense nationale. Vous évoquiez les sous-marins, évidemment. Responsable attractivité et relations école avec un outil mentorat très particulier en direction justement de ces lycéens qui travaillent dans des établissements et qui étudient dans des établissements techniques. Merci Jean-Marc de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on se tourne évidemment vers le cercle RH à la rencontre des agriculteurs et agricultrices. C'est quoi ce métier d'agriculteur? Des entrepreneurs ou des paysans, ou les deux à la fois? C'est le cercle RH et c'est juste après la pause. Le cercle RH à l'occasion du Salon de l'Agriculture, c'est un moment important parce que, évidemment, les petits Parisiens, et pas seulement d'ailleurs, voient le monde agricole, les animaux, les vaches. C'est une sortie. Puis c'est l'occasion aussi de rencontrer des agriculteurs, des agricultrices pour échanger parfois lorsqu'il n'y a pas trop de monde sur leur métier. Et justement, aujourd'hui, on a choisi dans Smart Job d'essayer de parler d'eux et d'elles. C'est quoi ce métier d'agriculteur? Ça consiste à quoi? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que ce sont des paysans? Est-ce que ce sont les deux à la fois? On en parle avec mes invités, ils sont sur le plateau. Véronique Le Floch, je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes la présidente de la coordination rurale. Alors c'est un syndicat, il est placé comme syndicat? Alors Bonjour. La coordination rurale, c'est le deuxième syndicat agricole en France qui fait plus de 20% aux élections en chambre d'agriculture et qui définit notre représentativité pour 6 années. C'est important de le préciser. Au milieu, FNSEA et Confédération paysanne. Et puis il y a la coordination rurale. Tout à fait. Beaucoup de nos rangs sont issus de la FDSEA, la FNSEA, avec justement ce regret d'avoir un penchant qui va trop pour l'export et pour... l'industrie. Tout est fait pour l'industrie. Agricultrice, et vous faites du bio, du lait bio. Je suis en production laitière et viande bovine. Viande bovine, donc c'est votre mari ce matin qui a fait la traite. Alors tout le monde travaille, bien évidemment que le travail doit être fait et c'est bien plus compliqué quand on est en élevage et quand on est éloigné. Vous êtes du Finistère, Finistère. Donc vous nous rendez visite parce qu'évidemment il y a le salon de l'agriculture et vous allez être un peu occupé ici à Paris. Simon Bestel, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, vous êtes le cofondateur de Fèves Ferme en Vie. Et alors c'est intéressant parce que vous les rencontrez sous l'angle financier. C'est quand on transmet une exploitation, toute l'ingénierie pour permettre de maintenir des fermes en vie, en exploitation agricole. Et il y a évidemment une ingénierie qui est assez longue et vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis Louise Lépard est avec nous, elle est fondatrice d'un podcast La Clé des Champs et on la salue et je la resalue évidemment avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour Louise. J'ai envie de commencer par vous Louise. Vous les rencontrez, ils sont devant votre micro. Est-ce qu'on peut objectivement en peu de temps faire le portrait robot de l'agriculteur de 2023, de celui qui se trouve au salon de l'agriculture, ou est-ce que c'est aussi complexe que de faire le portrait robot d'un journaliste? Autant il y a de journalistes qu'il y a de métiers. Ça ressemble un peu à nos métiers. Un mot générique qui ne veut pas dire grand-chose finalement. Oui, complètement. Je crois que avec le podcast La Clé des Champs, maintenant j'ai rencontré plus de 100 agriculteurs. Ça fait 3 ans que je sors un épisode tous les 15 jours. Et effectivement, il y a une diversité des profils d'agriculteurs et je crois qu'il y a autant de profils d'agriculteurs et d'exploitation qu'il y a d'agriculteurs, comme les journalistes, vous l'avez dit. Et par contre, je trouve qu'il y a un point commun à tous les agriculteurs que je rencontre, c'est l'aspect entrepreneuriat du métier qui s'est énormément développé. Et je pense que les agriculteurs sont de vrais entrepreneurs aujourd'hui, tels que j'ai été directrice marketing dans des startups parisiennes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les entrepreneurs de startups et les agriculteurs. Alors évidemment, dans les préoccupations, dans le quotidien, ça n'a rien à voir. Mais au-delà de cet aspect-là, je crois qu'effectivement, il existe énormément de profils divers et variés. On parle des entrepreneurs ici sur cette chaîne et dans cette émission Entrepreneurs Audacieux. Vous les rencontrez, et je vous donne la parole évidemment, parce que vous êtes, les pieds bien dans la terre, dans votre exploitation, mais vous les croisez sous l'angle financier, de transfert, de travailler avec les banques. Ils ont réellement l'âme des entrepreneurs, là, les agriculteurs. En tout cas, il faut qu'ils l'aient. Oui, il faut qu'ils l'aient. Il faut qu'ils l'aient. Et s'ils ne l'ont pas, vous les aidez. Exactement. C'est tout l'enjeu est ici, en fait. C'est vraiment les accompagner dans ce projet d'entreprise. Mais est-ce que vous êtes, vous, Véronique,
si on devait vous situer, vous êtes plutôt paysanne, au sens de la paysannerie, de ce mot qui nous raconte l'histoire de France, ou est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez chef d'entreprise, gérer la com, gérer votre lait, gérer les finances, enfin gérer les investissements, parce qu'il faut investir. Alors à la coordination rurale, justement, on parle très peu de paysans, même si c'est un mot qui nous est familier aussi. On parle de chef d'entreprise. Et pour nous, ce qui est important à la coordination rurale, c'est justement de rester libre de ses finances, de son modèle, de ses partenaires, et de cesser d'être en fait guidé et mené, et on va dire quelque part comme des marionnettes de l'agro-industrie, qui nous disent et qui nous dictent que faire, et qui nous attribuent les finances, quand bien même la banque ne voudrait plus nous suivre. Et là, ça devient grave. Et qui fixe vos prix. Hein. Et qui fixe nos prix. Donc, ça se négocie en ce moment. Hein. Tout à fait. Donc, oui. quelque part, on est sous dominance économique. Et à partir du moment où on ne travaille qu'avec un seul interlocuteur, avec une seule coopérative ou avec un seul industriel... Vous êtes prisonnier. On est prisonnier. On est comme dans une forme d'Uber. On devrait avoir un salaire. Oui, c'est une sorte de salariat déguisé, mais vous d'esclavage. D'esclavage, le mot est très fort. Vous avez choisi quel modèle? Parce que vous faites du bio en lait, et c'est vrai que quand on travaille sur ce sujet, on voit que ceux qui ont basculé en lait bio dégagent plus d'argent, vivent mieux. Est-ce que c'est le cas d'abord? Alors, je ne peux pas dire que ça soit généralisable, c'est pas vrai. Dans tous les modèles de production, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ont plus de problèmes. Ça dépend aussi du stade de l'installation. Et aujourd'hui, quiconque qui souhaiterait s'installer en bio, maintenant, avec tous les investissements à réaliser sur l'exploitation à reprendre, ne peut pas s'en sortir non plus. On est avec des prix qui sont ceux d'il y a 30 ans, avec des investissements qui, en 20 ans, ont multiplié par 4, que ce soit en bâtiment, en matériel. Et en coût énergétique, hein, autorisez-moi. Parce que là, vous prenez aussi, vous, en ferme bio, et pas d'ailleurs traditionnel, vous prenez le coût de l'énergie. Hein. Alors, tout le monde le prend, les céréaliers, les éleveurs... tout dépend en fait du modèle de production, puisque certains sont en légumes, il faut les stocker, tous les frigos... Dans toutes les productions, on a cette contrainte. Mais est-ce qu'il y a une souffrance? Et je vais donner la parole à Louise, parce que je pense que face à un micro, dans un podcast, je pense qu'on se libère aussi, il y a un caractère un peu psychanalytique, mais vous devez quand même voir des collègues qui vous racontent qui ne gagnent pas leur vie, qui gagnent 450 € par mois, qui ne font même pas le SMIC en travaillant, je parle chez vous, 7 jours sur 7, parce que c'est bête, il faut s'en occuper 7 jours sur 7. Enfin, c'est terrible sur le plan humain, ça. C'est terrible. En fait, ce qui est terrible, c'est que tout se traduit dans les chiffres. Les comptes de la nation sortent chaque année et on peut voir que les agriculteurs vivent en surfinancement. Quand on regarde les investissements nets réalisés chaque année, ça veut dire après subvention et après cession d'autres matériels ou autres, ils empruntent plus qu'ils ne devraient emprunter. Ça veut bien dire que l'on est dans une forme de crédit revolving parce que l'industrie ne nous paye pas. Donc à un moment, ouvrons les yeux, analysons ces chiffres et soyons cohérents parce que nous sommes rentrés dans une phase de désagriculturation. Oui. On nous prive de tous les moyens de production, que ce soit les moyens techniques, l'eau, le soin de nos plantes. Ben, évidemment, la solution la plus facile, quand vous arrivez en fin de prêt, une exploitation comme la mienne peut garder l'exploitation, mais laisser ses bâtiments vides. Parce que cesser la production animale qui sera faite dedans, c'est une perte de marge brute. Certes, mais c'est une économie d'électricité, une économie de main-d'œuvre, une économie de beaucoup d'autres charges qui flambent. Et laisser vides les bâtiments, c'est mieux gagner sa vie et sauver sa santé. C'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire vous faites le calcul de vous dire, bah, après tout, moi, je vis tout. Tout à fait. Je lève le pied et puis je fais plus rien. Ça veut dire que ça, c'est la problématique que vous avez. Parce que cet argument-là, vous l'entendez. Ceux qui décident de rentrer dans la carrière, il y en a. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont toujours investis, qui croient au métier. Et tant mieux. Ils ont bien conscience là, de ce qui les attend? Pour la plupart, oui. En tout cas, ceux qui sont prêts à l'installation, ils ont un peu conscience de ça. Et nous, de toute façon, on les accompagne dans ce sens-là aussi, hein, pour qu'ils réalisent la difficulté. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, nous, une de nos problématiques en tant que fermes en vie, c'est effectivement les bâtiments qui sont difficilement reprenables en tant que tels par des agriculteurs, surtout s'ils ont un projet un peu plus agroécologique,
où on va peut-être moins utiliser les bâtiments, mettre les bêtes plus à l'herbe. Et donc on a du bâtiment, un actif qui est là, présent, qu'évidemment l'agriculteur cédant veut valoriser, mais qui n'a pas forcément d'utilité en tant que tel. Et donc c'est une des vraies problématiques de la reprise. C'est-à-dire qu'en fait, le repreneur dit, mais attendez, moi, j'ai pas besoin de ce grand bâtiment qui servait auparavant, parce que globalement, moi, ils vont partir à l'herbe. Donc, il faut baisser le prix. Exactement. La négo, elle se fait, évidemment. Et qui perd de l'argent en la matière. Et vous êtes un peu au milieu, entre les deux cymbales. Hein. C'est de faire en sorte que chacun s'en sorte gagnant-gagnant. Là. Et que chacun fasse un geste et un petit effort du côté du cédant, du côté du porteur de projet, du côté des épargnants. On est plein pied dans l'entreprise, le business, puisque depuis le début de notre échange, on parle très peu de termes, on parle beaucoup d'argent. Il vous parle à cœur ouvert, Louise, d'espèces de... Il y a eu des films, le cinéma l'a raconté à travers de très beaux films d'ailleurs, des suicides, la difficulté que l'on a à exploiter une ferme avec les huissiers, les gendarmes. Il vous raconte cette vie-là, à la fois déchirée entre leur passion et leur souffrance. C'est ce que j'allais dire, oui, il m'en parle, mais la passion l'emporte souvent, mais sur le long terme, la passion, elle fait pas tout. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu du revenu de l'agriculteur. Je l'ai comparé à des entrepreneurs tout à l'heure, mais il y a quand même effectivement une vraie différence, et Véronique, elle l'a souligné, c'est que les agriculteurs pour la majorité, ne décident pas de leur prix de vente du produit. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, je vais regarder mes coûts, je vais mettre ma marge et ça va donner mon prix de vente. Les agriculteurs, leurs coûts sont ce qu'ils sont et ils évoluent beaucoup, on en a parlé, et après on leur dit ça sera tant. Et ça, c'est une difficulté majeure. Et la deuxième difficulté, c'est qu'ils sont dans un contexte très mouvant, que ce soit au niveau politique, on l'a vu avec l'impact de la guerre en Ukraine, et puis climatique, parce que le changement climatique, ils le prennent déjà en pleine tête actuellement sur les exploitations. Et donc, moi, je les trouve extrêmement courageux, et c'est le fait de les côtoyer d'ailleurs pendant 2 ans. J'étais directrice marketing pendant que je faisais le podcast en parallèle, et qui m'a donné envie de me lancer à mon compte moi aussi, parce que je me dis, quand ils investissent autant pour des revenus qui sont si aléatoires, et avec des conditions aléatoires elles aussi, en temps de travail comme ça, je peux me lancer aussi et tout va bien se passer pour moi, quoi. Louise, avant de donner la parole à Véronique, parce que forcément elle se sent impactée par cette question de la passion et la souffrance, vous n'avez pas envie de vous lancer, vous aussi, de quitter la ville, le goudron, le bitume, et de vous engager un peu plus loin encore dans la vie agricole? J'essaie de créer des vocations sur le plateau. Oui, alors c'est gentil, mais ça ne sera pas moi. D'une part, non, je suis très admirative des agriculteurs, je me verrai pas, et d'ailleurs c'est un vrai enjeu pour la nouvelle génération, travailler autant pour des revenus si aléatoires. J'ai quitté Paris, je me suis rapprochée de mes Landes natales, donc ça, avoir un contexte plus vert, évidemment, mais je crois qu'il faut une vraie passion pour être agriculteur, et maintenant il faut être sacrément armé avec des profils, vous l'avez dit, qui savent gérer aussi bien leur terre comme avant, mais aussi leur communication, être veto, être mécanicien, c'est des profils ultra complets, et j'ai pas la prétention d'être aussi complète que ça. Véronique, vous allez porter des messages politiques, le président de la République va évidemment, et tous les politiques vont sillonner les allées, vous allez avoir des échanges, parfois vifs, mais sur le fond humain, sur ce que vous êtes en tant qu'individu, est-ce qu'aujourd'hui vous dites, si c'était à refaire, je le referais, ou si c'était à refaire, je ferais autre chose, avoir un emploi plus stable, des revenus qui me permettent de vivre dignement, parce que vous êtes un entrepreneur audacieux, mais qui n'avait pas en bout de chaîne tous les résultats de l'audace. Parce que c'est ça, vous n'êtes pas récompensé de votre audace. Alors, je suis ancienne salariée aussi, avec 10 années de banque auprès des agriculteurs. Je ne vais pas dire... Donc, pas loin du métier de Simon, finalement. Oui, que vous connaissez bien. Donc, vous connaissez bien. Je connais. C'est ça. Je tiens à signaler quand même que pendant mes 10 années de carrière, je n'ai jamais financé de maisons d'habitation aux jeunes que j'ai suivis. Il y a un réel problème, même lorsqu'il a un SMIC, qui pourrait prétendre à un SMIC, ou voire un deuxième SMIC, on ne peut pas le suivre pour lui financer sa maison d'habitation. Ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de marge de sécurité. Bien sûr. Et parce que, justement, elle l'a dit, c'est tellement volatile, c'est tellement sujet à tous les problèmes géopolitiques, les crises. Véronique, c'est intéressant parce qu'il y a cette espèce de paradoxe vu par les urbains qui est la terre, les paysans, et en même temps, vous êtes ceux qui êtes le plus connectés aux réalités du monde. Marché mondialisé, enjeux climatiques que vous prenez en pleine tête, comme dit Louise, c'est assez incroyable parce que c'est ça la réalité d'un agriculteur. C'est des marchés qui bougent, c'est des négociations qui vous échappent. Vous êtes au cœur de la géopolitique, en fait. Eh ben, c'est un choix politique. C'est l'Europe qui l'a décidé. Ce sont nos politiques qui nous ont mis entre guillemets, dans cette M. Oui. Tout le monde connaît. Mais on aurait pu faire autrement.
la souveraineté alimentaire qui vise justement à offrir à tous les citoyens une agriculture, une alimentation saine, durable, de qualité, et on s'amuse à aller exporter pour importer d'autres matières. Votre lait, vous savez où il va, par exemple? Alors moi, il est très local, puisque je travaille avec un industriel de taille, on va dire, artisanale. Qui fabrique du fromage? Qui fabrique du fromage, des yaourts, toutes sortes de produits laitiers. Donc c'est un choix et c'est un modèle. Cycle court, votre lait ne va pas loin. Tout à fait. Et vous êtes rémunéré à la hauteur du travail que vous faites? Non, j'aurais aimé avoir les prix de nos collègues hollandais, par exemple, oui. Parce qu'ils ont, eux, 10 à 15 centimes de plus au litre de lait par rapport aux Français. Il y a un réel souci. Le résultat 2022 vient de sortir. Quand vous avez des chiffres d'affaires chez eux qui ont augmenté de 20%, des marges nettes qui augmentent, mais où est la France? Mais comment ils font, eux, et que nous n'arrivons pas à faire? Ce débat est réel. Le monde agricole était dans la rue il y a 15 jours. Les tracteurs étaient dans la rue sur des questions d'intrants. Vous les appelez des médicaments des plantes. Les laitiers ne gagnent plus. Ceux qui élèvent des porcs ne gagnent pas. La viande, ils arrêtent. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème est venu de l'industrialisation, non pas de l'agriculture, en partie peut-être, mais de l'industrialisation de l'agroalimentaire. Et à partir du moment où ils ont compris, et parce qu'on avait un syndicat majoritaire qui ne réclamait pas des prix, qu'ils ont encouragé l'investissement de notre argent, celui qui ne nous a pas été distribué sous forme de prix rémunérateurs, cet argent est parti dans le développement, dans l'acquisition, dans l'internationalisation de l'agroalimentaire. Ces entreprises françaises se sont délocalisées. Je ne parle pas des PME, je parle des grandes entreprises qui justement aujourd'hui sont implantés partout. En Pologne, ils vont dans des pays... Partout. Et ils peuvent justement exporter à pas cher notre matière, ils peuvent l'importer à bien plus cher, délocaliser leurs résultats. Et là, personne ne met son nez là-dessus et... Nous en sommes persuadés, il y a matière à creuser pour justement plus d'équité et plus de retour de valeur sur notre pays. Le débat du marché européen, évidemment, des circulations de marchandises, où il y a du dumping entre pays, et le dumping se fait sur les produits agricoles aussi. Vous, dans votre réalité du quotidien, vos enjeux, c'est quoi aujourd'hui? C'est de sauver le plus grand nombre d'exploitations en les accompagnant du mieux possible. C'est ça votre enjeu? C'est vraiment l'enjeu majeur, en fait, c'est d'accompagner de nouvelles installations, parce que... on ne l'a pas dit aujourd'hui, mais il y a un manque cruel. Il y a 200 000 fermes à reprendre dans les 10 ans. On n'a clairement pas assez de porteurs de projets, ou en tout cas porteurs de projets solvables, malheureusement, qui puissent reprendre ces exploitations. Donc si on ne met pas en place les mécanismes qui vont faciliter ces transmissions, on va dans le mur. Enfin, les fermes vont soit s'agrandir, soit être abandonnées dans les secteurs où c'est le moins favorable. On va voir d'ailleurs cette animation sur la reprise d'exploitation laitière. Ça concerne Véronique et tous ses collègues. Un agriculteur sur deux partant à la retraite n'est pas remplacé dans la filière laitière. Est-ce que vous êtes concerné par ce problème, même si vous êtes très jeune? Alors personnellement, j'ai 3 enfants, les 3 sont motivés, pour preuve que j'ai réussi à les convaincre. J'avais peur de votre réponse. Il ne faudrait pas que l'avenir de notre agriculture ne repose que sur des enfants d'agriculteurs, lesquels auront les moyens de poursuivre l'exploitation familiale, mais ils auront tout autant la capacité de tout stopper. Parce que justement, ils pourront boiser, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Exact. Mais juste avant de nous quitter, quand même, on voit bien qu'il y a 2 modèles qui s'affrontent. Un modèle très agro-industriel que vous dénoncez. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce modèle que vous portez? Cycle court, on vend plus cher, on vend quasiment à la porte de la ferme. Est-ce que c'est ça l'avenir du monde agricole? C'est-à-dire le retour à ce qu'on a vécu quand on n'a qu'un peu de mémoire, de ce que faisaient nos grands-parents? Alors l'avenir du milieu agricole, du monde agricole, c'est justement faire en sorte que le jeune qui veut s'installer, il ait un avantage marginal à s'installer en termes de rémunération. C'était le cas par le passé. Il pouvait espérer se récupérer sur le moyen long terme par la vente de son exploitation. Ce n'est plus le cas. Oui, il gagnait, et ça c'est le débat, on n'a plus le temps, mais il gagnait sur la vente. Il savait qu'après il faisait sa retraite avec les terres et la propriété. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ça pénalise les repreneurs si on veut vraiment faire la plus-value. Mais après, moi je reste positif. On a parlé rapidement des Pays-Bas, mais ils sont aussi en crise, les Pays-Bas. Ils se posent beaucoup de questions sur leur modèle.
Donc voilà, je pense qu'il y a de la place pour un modèle plus vertueux. Louise, un dernier mot avant de nous quitter. Vous ne serez pas agricultrice, mais vous allez continuer à tendre votre micro. C'est quoi votre dessein? C'est de créer une grande collection qui crée un lieu de mémoire. Il y a eu des lieux de mémoire autour des monuments historiques, et là, vous créez finalement un lieu de mémoire à travers vos podcasts. Oui, il y a de ça, il y a de recueillir des témoignages et de faire des portraits d'agriculteurs, mais plus globalement, je me fixe comme mission de rendre l'agriculture accessible. Donc ça passe par le podcast, et aujourd'hui, je propose aussi des formations aux entreprises pour aider les collaborateurs à mieux comprendre les réalités des agriculteurs sur le terrain, en les amenant notamment une journée en immersion à la ferme. Donc après avoir fait écouter l'agriculture, je veux la faire vivre et aller plus loin pour faire découvrir ce métier dans sa richesse et sa complexité. C'est vraiment ça la mission de La Clé des Champs. Voilà, La Clé des Champs et Louise Lespard, l'espèce de passerelle qui va permettre aussi aux urbains aller dans les fermes, aller à la rencontre du monde agricole. C'est des gens passionnants, ce sont des entrepreneurs, ce sont des chefs d'entreprise. Merci Véronique Le Floch pour ce premier passage télé. C'était votre première télé en tant que présidente. Oui. On est d'accord. C'était un vrai plaisir que vous ayez vécu ce moment ici dans l'émission Smart Job, présidente de la coordination rurale, et vous serez aux premières loges avec un stand au salon de l'agriculture pour recevoir tous les hommes politiques à qui je pense vous direz, comme on dit, leurs 4 vérités. Merci à Simon Bestel d'être venu nous rendre visite. Cofondateur de Fèves, on a bien compris l'enjeu, permettre l'installation et l'accompagnement technique, juridique, financier pour permettre une installation dans les meilleures conditions. Merci à vous. Également au salon de l'agriculture. Et vous y serez, tout le monde sera au salon de l'agriculture. Et Louise Lespard, qui sera peut-être, elle, dans les allées avec son micro, fondatrice du podcast La Clé des Champs. Merci Louise, bon vent à vous 3, bon retour, parce que vous allez retourner un jour dans le Finistère. Vous allez faire des navettes pour aider votre mari quand même, qui est un peu seul. Il y a les enfants, c'est les vacances. Les enfants sont là, donc ils aident, parce que c'est un travail vraiment incroyable de traire, de faire cette traite. Merci à vous 3, et on termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, notre rubrique pour parler de l'événementiel. Alors on l'avait suivi tout au long du Covid. C'était un des secteurs qui avait été très impacté par la crise Covid, de fait. Certains s'étaient repensés par des modèles à distance. Et on réaccueille Muriel Blaillac, qui était venue nous rendre visite à cette époque, fondatrice de la société Levé de Rideau et vice-présidente de l'événement, qui est la structure de l'ensemble, une grande partie des ensembles de l'entreprise de l'événementiel. L'événementiel va mieux ? Va même très bien. Se porte très bien. Se porte très bien. On a eu une super année 2022 qui est un rattrapage en fait de nos années Covid, et une année 2023 qui va être aussi une très belle année, avec aussi une perspective de 2024. Les Jeux Olympiques font que le métier de l'événementiel se porte très bien. Et un baromètre que vous nous apportez, parce que c'est intéressant d'avoir aussi une photographie de ce que vivent et ce que pensent aussi les clients, les annonceurs. Il y a 4 points clés qui sont intéressants. J'ai envie de commencer par le dernier, le 4e. Ils vous disent, vos clients, nous on veut faire de l'événementiel, on va y revenir, mais on voudrait que vous ne soyez pas uniquement dans de la presta, mais aussi dans du conseil, parce qu'en fait, l'événementiel contribue à notre communication et à notre image globale. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. En fait, on s'aperçoit que la communication événementielle a un véritable impact pour leur marque. Et de ce fait, ils nous demandent d'être de plus en plus conseils. Comment on les accompagne tout au long de l'année ? Comment on est proactif, mais également dans leur marché par rapport à leurs concurrents, qu'on sache faire des benchmarks, et aussi bien de les aider pour de la cible interne que pour la cible externe. Donc en fait, on doit aussi aller trouver de ce fait des équipes qui sont de plus en plus conseils. On ne doit pas être que des producteurs, ça pour eux c'est normal, on sait le faire. C'est le cœur de métier. C'est le cœur de métier, donc on en parle. Mais force de proposition. Force de proposition en termes de communication, pas que sur l'événement, c'est comment tout au long de l'année on va parler de ma marque. Dans l'autre élément, il est intimement lié, c'est que l'événementiel, c'est devenu une forme de publicité. C'est-à-dire que le client se dit, au lieu de faire de la publicité classique, tiens, si je bâtissais une stratégie événementielle. C'est ça, hein ? C'est tout à fait ça, parce qu'au final, on peut faire un stand événementiel qui va être relayé derrière sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux vont évidemment derrière aussi marquer cette marque employeur, où vous allez avoir, parce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous tous, comment embaucher, mais du coup, l'événementiel peut aussi apporter ça. On a l'autre côté aussi, quelle est notre marque ? À quoi elle ressemble ? L'événementiel permet d'avoir cette transparence entre la com interne et la com externe aussi. Donc effectivement, on est sur du long terme avec eux aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc c'est un redémarrage, une transformation à l'aune de la crise Covid, et
une des transformations, et je l'évoquais en introduction, c'est l'hybridation, l'utilisation des outils numériques. On hybride de plus en plus, il y a une vraie demande d'hybrider les événements ? Oui, et ça va avec le premier sujet que vous m'avez évoqué sur le conseil, c'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, le métier de l'événement, au final, on peut utiliser différents canaux. Le canal présentiel, le canal totalement digital ou le canal hybride. Et donc, cette hybridation permet à une marque à avoir un impact sur du long terme. Et on le voit dans l'enquête, c'est vraiment ce qu'ils nous demandent. Donc, c'est complètement relié l'un avec l'autre. Et donc, l'hybridation va continuer. Et encore une fois, et on le disait d'ailleurs sur ce plateau, la partie digitale et la partie présentielle, ce n'est pas du tout deux choses qui s'affrontent. Bien au contraire, elles doivent vivre ensemble. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée qu'il fallait aussi transformer les collaborateurs de ces agences en conseillers. Ça vous oblige quoi ? À les former, à recruter différemment, à repenser le modèle aussi en interne ? Bien entendu, je dirais que c'est même la chose la plus essentielle et qui va être la plus pertinente et prenante sur les prochains mois. C'est déjà pendant 2 ans, il n'y a pas eu de formation de la part pendant la période Covid. Et donc, on a évidemment beaucoup de mal, mais c'est surtout que ça s'est transformé. Donc, il faut qu'on aille chercher des nouveaux collaborateurs. Alors, évidemment, ces nouveaux collaborateurs, ce sera conseil, mais aussi très technique sur la partie digitale. Donc, voilà, on va chercher d'autres profils. Et puis, on espère aussi que grâce à cela, on va avoir des profils différents. Et ça va nous permettre aussi, encore une fois, de se transformer plus rapidement pour nos clients. Quelques mots, parce que vous avez une vue panoramique sur l'ensemble du secteur, puisque vice-présidente de l'événement. C'est quoi les demandes des clients aujourd'hui ? Est-ce qu'elles évoluent ? Est-ce qu'on quitte un peu l'événement plan-plan classique ? Est-ce qu'elles ont aujourd'hui des désirs, des demandes un peu particulières qui ont évolué justement à l'aune de la crise Covid ? Oui, il y a un point majeur qui est réellement le 4e point et qui est dans leur tête le premier point, c'est la partie RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit aller sur un événement éco-conçu. Mais éco-conçu, pas que, il y a le R et le S, la responsabilité sociétale, qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire un événement utile. On peut être dans des paillettes, mais en tout cas, si c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, on doit être dans l'utilité, dans la responsabilité. Alimentation, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est ça, hein, les exigences. Toutes les exigences vont aller sur des achats responsables, mais également sur l'inclusion, d'aller embaucher des personnes en situation de handicap, en inclusion en tant que telle, dans des ESAT, comment on fait après de les embaucher dans nos propres entreprises également. Tout ça aujourd'hui, ça va être les grands défis de demain. On n'est pas du tout dans du green bashing, mais vraiment pas, c'est pas ce qu'ils nous demandent, parce que leur politique de RSE ne l'est absolument pas. Et nous, on ne se doit pas de faire un événement qui va dans ce sens. Donc on parlera de compensation carbone, mais on parlera surtout, est-ce que cet événement est utile pour l'entreprise et est-ce qu'elle est utile pour la société ? Comme le cinéma est impacté sur les enjeux de déplacement de camions, parce que vous transportez du matériel. Vous transportez énormément, mais ça fait que les événements changent. Ils vont être beaucoup plus de proximité, parce qu'on va plutôt faire des roadshows. On va être moins, effectivement, dans des déplacements qui ne sont pas toujours utiles. Oui, ces grands barnums, très fumants parfois. Voilà. Je parle du pot d'échappement, évidemment. Merci Muriel Blaillac d'être venue nous rendre visite, fondatrice de Lever de Rideau, qui est votre entreprise, mais vice-présidente de l'événement. Et vous avez évidemment une vue. Allez voir ce baromètre, il est très très intéressant sur l'évolution aussi de la relation annonceur-client, en tout cas, et entreprise événementielle. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat, bien sûr. Et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour tous vos messages et votre fidélité. Je serai là demain, évidemment. Bye bye.